Je vais essayer de vous décrire cette journée complètement paranormale à Monte-Carlo en une seule expression. Et on attaque le débrief de cette journée de psychopathe avec le premier match qui va nous intéresser entre Khachanov et Medvedev. Un énorme drama encore qui tâche, vous allez le voir, on va le décrire. D'abord, on commence avec le double débreak de Khachanov pour commencer la partie. Et ça, c'est le point crucial, le point clé de cette opposition. La qualité de service de Medvedev qui a encore été médiocre. Il est à 62% derrière sa première balle sur l'ensemble du match. En carrière, il est à 75%. Alors vous allez me dire, on est sur terre battue, c'est normal que le pourcentage s'érode un tout petit peu. Mais ici, dans cette séquence, 2 doubles fautes consécutives, 8 au total. Et vraiment, c'est là que le bas a blessé pour Danil. Khachanov qui a été le meilleur joueur sur le court, je trouve, lors de cette partie, avec un schéma clé préférentiel. On retourne long, profond au centre, on empêche Medvedev de prendre le contrôle de l'échange. Alors soit on récupère le point immédiatement, soit dans un deuxième temps, on s'octroie une balle courte et on avance avec son coup droit. On avance, nous sommes désormais à la fin du deuxième set et le drama va se dérouler en deux temps. D'abord, balle de 7 pour Medvedev, c'est sa première balle de break de la deuxième manche, magnifiquement bien sauvée de la part de Khachanov, ici avec un service gagnant au T. Et à 5 partout, lors d'un échange, une balle manifestement faute qui ne va pas être signalée par le juge de ligne. Alors si on revoit attentivement la séquence, on se rend compte que Medvedev est juste devant le juge de ligne, donc très difficile pour lui d'arbitrer précisément. Donc là vous voyez un Danil qui se prend la tête entre les mains, mais il va pas se contenter uniquement de ça, il va jouer au frisbee avec sa raquette après une double faute à 30-40 sur son service. Il va donner le break fatal à Khachanov, ça c'est un des péchés mignons. Alors je vous disais, un service un peu aux abonnés absents sur l'ensemble de la partie, et là ça va se matérialiser dans un moment de tension, et puis il va jouer au frisbee avec sa raquette, il va la massacrer, il va la lancer sur la bâche, là un peu entre les ramasseurs de balles et les officiels. Je trouve la manœuvre très dangereuse. Et au changement de côté suivant, on a vécu une séquence, alors c'était tragicomique vraiment, parce que les physios sont arrivés à l'appel de Carlos Bernades qui voyait que Medvedev saignait. Medvedev qui dit à Carlos Bernades, est-ce que tu crois que j'ai demandé les physios? Alors les physios ils sont comme des glands en train d'essayer de se demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le soigne ou pas. Cédric Mourier, le superviseur, est arrivé ensuite. Quelques mots et une tonalité aussi d'expression, je trouve, de la part de Medvedev qui était clairement trop haute, trop dans les tours. Et Danil, c'est un cas très particulier parce que c'est toujours difficile de correctement le juger. Est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il abuse avec les officiels? Est-ce qu'il a un sentiment de supériorité? Un complexe de supériorité? J'avoue que c'est un peu au cas par cas. Autant hier, j'ai trouvé la séquence plutôt amusante, autant ce matin, je l'ai trouvé assez exagéré et dramatique. On revient aussi sur le sujet de l'arbitrage sur terre battue. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une chronique demain matin sur Eurosport. Et on bascule sur le Zverev Tsitsipas et la masterclass de Stefanos en début de partie. En fait, jusqu'à 7-5, 5-0, 2 balles de match, vous allez le voir. Alors au début, on a retrouvé le Tsitsipas qu'on adore sur cette surface. L'un des 2-3 joueurs les plus kiffants du circuit quand il joue comme ça. Vraiment, j'insiste. Stefanos, ça a été un générateur de matchs frissons en 2021 et même avant. Il s'est un peu perdu, je trouve, en route. Mais là, on a vu par exemple une transition diabolique. Une course sur sa gauche et juste le micro coup de patte pour aller molester Zverev. Stefanos, quand il y a eu un peu de danger, d'ailleurs c'est Zverev qui se procure les 4 premières balles de break dans la première manche, et bien il est allé au filet avec un joli ratio, le Stefanos, qui est de exactement, je vais vous le dire, 11 sur 14. A contrario, c'était pas vraiment le Zverev des grands jours dans un premier temps, très loin de sa ligne à 3-4 mètres de la ligne de fond, ça c'est un grand classique. Du coup, on a vu un Stefanos, lui, à l'intérieur ou presque, à pouvoir distiller les amortis, très efficace dans ce secteur. Il a baladé Zverev avec un jeu d'angle et d'amorti. Et là, alors qu'on s'acheminait tranquillement vers un 7-5, 6-0, Stefanos qui a 2 balles de match sur le service de Zverev, la partie qui va complètement retourner avec un tie-break dans la deuxième manche. Là, Stefanos qui est tout à fait crispé sur son coup droit. Et là, ce sont les fantômes, les petits démons de ces derniers mois. C'est un joueur qui manque de confiance, surtout face au top 10. Et là, il avait besoin impérativement de cette victoire. Il a clairement choke. Heureusement pour Stefanos, Zverev avait décidé dans le tie-break de la deuxième manche de se faire dessus. Voilà, il s'est cagué dessus. Ce sont des choses qui arrivent avec un coup droit ici par exemple, complètement dévissed alors qu'il a le cours ouvert pour toutes les possibilités. Le champ des possibles s'ouvre à lui et il va se faire dessus. J'insiste. Passons désormais au 4e plus grand joueur de tous les temps, Novak Djokovic.
qui a commencé sa partie difficilement face à un Musetti qui était en lévitation pour commencer, avec voilà, un réglage compliqué du côté de Novak sur ce début de partie. Ici, là par exemple, un décalage coup droit un peu trop complexe et il va concéder le break. De son côté, c'était le Musetti qu'on avait vu contre Novak à Roland Garros en 2021. Vous vous souvenez de cette rencontre, les 2 premiers sets où il marchait sur l'eau. Alors là, carrément, 1 mètre de la ligne de fond, et puis on envoie une petite pépite, une banderille, une merguez soupçonnée de moutarde, long de ligne. Djokovic n'y pourra rien. Le tournant du match, vous vous posez la question, eh bien en partie ici à 4-3, donc Musetti a le break, il mène 40-0, il va y avoir une petite discussion autour d'une marque, et c'est ça aussi le plaisir je trouve sur terre battue, c'est la discussion autour de la marque. On n'est pas d'accord, on se chauffe, le public qui rentre dedans, un public pro-italien à Monte Carlo comme quasiment toujours, et Novak Djokovic qui a ressorti, comme au Masters à Turin, ses petits gestes. Des breaks du coup dans ce jeu, vous l'avez compris. On arrive ici à 6-5, Djokovic qui va réussir à faire la décision. Alors il va y avoir une double de la part de Musetti pour donner le set. Le mental du joueur italien, toujours un peu compliqué, mais là ce que je voulais vous montrer c'est le travail des angles, la géométrie, pas mal de moonball aussi on a vu côté revers du côté de Novak, et puis là un superbe contre-yep, un schéma typique sur terre battue, donc il est vraiment pas mal réglé déjà je trouve au niveau technique Novak. Dès le début du deuxième set on sent qu'on s'achemine potentiellement vers une victoire aisée pour Novak, avec toujours cette surproduction demandée par Novak à ses adversaires. C'est là qu'il est très fort parce que Novak il a un socle tennistique, un niveau moyen qui est super élevé et tu as toujours besoin de faire des coups extraordinaires pour le déborder. Et pourtant Djokovic qui va se faire une petite frayeur dans la deuxième manche, double débreak pour Musetti et un problème de finition globale. On l'a vu à la volée, on l'a vu sur des coups droits penalty comme ici par exemple, où il a souvent trouvé les passings de Musetti. Et ça traduit, je trouve, un manque de lucidité. On l'a vu toucher physiquement, chercher son souffle dans la deuxième manche. Heureusement pour lui d'ailleurs qu'il arrive à terminer en 2-7. Quelques tremblements ici, comme au Masters. On l'avait vu trembler dans tous les sens. Mais voilà, victoire quand même importante, intéressante pour lui. Et il a dit, je prends les matchs les uns après les autres. Et on arrive sur le bonbon de la journée, peut-être ce qui est déjà le meilleur match de la semaine. Match extraordinaire de tension, d'intensité, de drama, de qualité tennistique, de variation. Match de génie. Alors on commence juste après la première manche qui a duré quasiment 1h30. Un jeu pour Dimitrov qui fait le break immédiatement. Et je résume. Donc Rune qui est parti se changer pendant 8 minutes et à 1-0 il va demander un MTO. Alors on se demande s'il est fictif, s'il est réel. Il avait un petit problème au niveau du côté droit. On a vu dans la deuxième manche qu'il s'est économisé, qu'il n'était pas à 100%, mais il est coutumier du fait. Rune, on l'avait vu à Acapulco contre Casper Ruud, on l'a vu plein de fois avant, où voilà, il fait des petits MTO comme ça, ici ou là, pour casser le rythme. Et Rune, il fait partie de ces joueurs qui donnent une couleur à une partie. C'est un joueur qui est ultra déterminant, qui est très polarisant déjà parmi les fans de tennis. Je le sais, il y a des personnes, certains d'entre vous qui le détestent, d'autres qui l'adorent. Il a vraiment ce côté-là, Rune. Et donc, dans la deuxième manche, et jusqu'à la fin du match, on va se retrouver quasiment dans un match d'exhibition avec beaucoup d'amortis de Rune qui va être très nonchalant, et puis ça va déteindre sur Dimitrov qui lui est un joueur aussi facile et spectaculaire, technique. Là carrément balle derrière le dos, il va remporter le point. Et la force de Rune, le vice de Rune, c'est qu'il va toujours accélérer un tout petit peu quand il est décroché, et ça Dimitrov, même s'il a progressé ces derniers temps, même s'il a pas mal de confiance, ça c'est un point typique mais il y en a eu au moins une dizaine comme ça. Là vous voyez Rune qui est le fiac au sol et Dimitrov qui va pas trouver la trajectoire droit devant, non, qui va rejouer sur Rune, mais rejouer en vérité dans le filet. Et c'est ça qui manque, je trouve, chez Dimitrov, qui a toujours manqué, c'est ce côté matcheur, cette hargne, cette nastiness. Donc match de fou, match de gala, vraiment je vous invite à le revoir en replay si vous l'avez raté. Et dans la fin de la troisième manche, là on arrive sur des coups qui sont complètement dingues. Moi j'étais debout sur ma chaise, sur ma table basse, je n'en revenais pas, avec des slices delicioso du côté de Dimitrov. Et là pareil, il y a un smash à faire, il peut envoyer une pancarte, non, tout petit smash, hop, poussé comme ça. Génial. Dimitrov qui va s'octroyer 2 balles de match sur le service de Rune, là juste avant le tie-break de la troisième manche. Et le point cardinal de cette analyse, il est ici. Mes très chers Goat, avec le courage de Rune, deuxième balle dans cette séquence. Et habituellement, en tout cas sur les points précédents, il cherchait beaucoup le revers de Dimitrov, parce que c'est là qu'il peut aller s'octroyer des balles courtes, des retours courts, des points gratuits. Et non, là il va le surprendre, il va servir plein fer ôté, côté coup droit, grosse surprise sur une deuxième balle, et s'engager. Et que dire de cet enchaînement royal avec les tripes, service volé sur deuxième, il va aller cueillir la balle, tu sais pas comment, en bout de raquette, et remporter le point en 2 temps.
Et c'est ça qui a fait la différence, je pense, c'est l'esprit d'entreprise de Runeux, c'est son côté matcheur, le côté truqueur aussi à jouer, bien sûr, il faut le noter, c'est important. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Demain, ce sont les quarts de finale à Monte-Carlo, la véritable régalade. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif de Légende. Attention, offre exclusivamente réservée aux adultes consentants, très important. Alors, on a 3 des 4 quarts de finale déjà à disposition. Tsitsipas, Khachanov, ça va beaucoup se jouer sur l'entreprise, la créativité, le fait que Tsitsipas parvienne à asseoir son jeu offensif. Ça va être la clé. Si on voit le Stefanos qu'on a vu contre Etcheverry et contre Zverev jusqu'à 5-0, je pense que Tsitsipas va s'imposer. Ensuite, le Rune Sinner. Alors là, j'ai bien peur, au-delà du fait que Sinner soit en lévitation depuis le début de la saison, que Rune est pas mal puisé au niveau physique. Le match, il a duré 3h30 en soirée face à Dimitrov, et là va falloir rejouer à 13h, ça va être très compliqué je pense au niveau physique pour Rune, qui est surtout pas un gars qui présente beaucoup de garanties à ce niveau depuis le début de sa carrière, pas mal de crampes, pas mal de difficultés, et si le MTO était réel aujourd'hui, ça va encore plus se matérialiser demain. Et puis on aura également le Novak Djokovic face à de Minaur. Alors là, il y a une toute petite chance, je pense, pour de Minaur, c'est de rendre le match physique, parce qu'on a vu que Novak était légèrement en difficulté dans ce secteur aujourd'hui. On se retrouve demain, juste après les quarts de finale, pour débriefer la journée. Je voulais vous dire merci, parce que vous êtes toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir, même s'il y a parfois 1 ou 2 semaines d'absence. Vous êtes encore là, vous êtes toujours là pour donner votre love, que ce soit par des pouces, des abonnements ou des commentaires, donc ça fait très plaisir. On se retrouve demain, mangez des fraises et des concombres, bisous!